et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à l'agriculture mosellane. Et pour cela, nous avons fait le déplacement ici à Paris, comme vous le voyez, au cœur du Salon international de l'agriculture. Je me trouve plus précisément sur le stand du village Semence pour parler de l'agriculture en Moselle. Alors, comment se porte le secteur et comment se dessine l'avenir de la profession? Pour en parler sur ce plateau, Marie Laflotte, directrice de l'exploitation du lycée agricole de Château-Salins. Bonjour. Bonjour Gaëlle. À vos côtés, Patrick Weiten, président du département de la Moselle. Bonjour. Et face à vous, Xavier Leron, éleveur et aussi le nouveau président de la Chambre d'agriculture de la Moselle. Bonjour Gaëlle. Bonjour à tous. Alors la Moselle, c'est 2400 exploitations agricoles, 8000 emplois, une majorité d'exploitations en polyculture, élevage bovin. L'agriculture, c'est un peu plus de la moitié de la superficie du département. Voilà pour un rapide état des lieux du secteur. Ma première question s'adresse à vous, Xavier Leron. En Moselle, comment se porte le secteur agricole et y a-t-il des disparités peut-être en fonction des filières de production? Alors, la chose qui est sûre par rapport à la santé de l'agriculture mosellane, c'est qu'on sort de 2 années climatiques difficiles, malheureusement, conjuguées avec 2 années où les prix ne sont pas au rendez-vous. Alors, c'était vrai pour l'année d'avant. Celle-ci, avec les prix, notamment en céréales, se sont orientés à la hausse au mois d'août. On voit quelques petites baisses. La viande n'est toujours pas au rendez-vous. Et le lait, on voit quelques améliorations, mais on attend de voir. Ça, c'est pour les grandes filières. Sur les autres, je dirais qu'elles sortent leur épingle du jeu parce que les producteurs sont des gens compétents. Sur les circuits de proximité, ils savent vendre et ils arrivent à tirer leur épingle du jeu. Mais globalement, la santé économique est encore fragile. Ils ont du mal l'agriculture a encore du mal à panser ses plaies. On connaît justement d'ailleurs les chiffres, il n'y a qu'à les regarder. 1/3 des agriculteurs gagnent moins de 350 € par mois. Le salaire moyen est inférieur au SMIC. Est-ce que ces chiffres vous inquiètent? Est-ce que l'avenir du monde agricole vous inquiète? Bien sûr que c'est inquiétant. Aujourd'hui, nous avons un métier qui est noble, où les gens y vont par passion, mais la passion, c'est pas tout. Et il faut absolument retrouver des règles de noblesse pour notre agriculture et des prix. Nos agriculteurs qui sont engagés dans cette profession ont investi lourd et ils ont le droit de pouvoir avoir les revenus attendus et en plus pour des qualités de produits qui sont, je dirais, au monde, quasiment les meilleurs. Donc, c'est pas normal qu'on souffre autant. Alors justement, des solutions locales et des initiatives départementales se mettent en place. Depuis la loi NOTRe, le soutien à l'économie agricole n'est plus une prérogative obligatoire du département. Néanmoins, Patrick Weiten, vous y œuvrez. On va parler de différents leviers d'action qui sont mis en place. Par exemple, vous avez mis récemment un dispositif qui vise à réinsérer les bénéficiaires du RSA tout en donnant un coup de pouce aux agriculteurs. Expliquez-nous cette mesure. Oui, le constat que j'ai fait à l'occasion de la visite d'exploitation agricole, c'est que l'agriculture souffrait d'un manque de diversification, qu'il fallait absolument soutenir cette diversification. Et la question majeure qui se posait après, c'était la question de la main-d'œuvre. L'agriculture, et Xavier vient de le dire à l'instant, a un énorme problème de ressources, de rémunération, qui ne correspond pas aux fruits de leur travail. Et donc, ils sont en incapacité d'adapter leur main-d'œuvre à cette volonté de diversification. Donc l'idée, c'est de mettre en place les moyens au niveau du département, puisque nous assumons la responsabilité des bénéficiaires du RSA, de mettre à disposition dans les exploitations agricoles des bénéficiaires du RSA, financés totalement par le département à raison de 20 heures par semaine pendant 6 mois, afin de permettre à l'agriculteur de pouvoir à la fois se diversifier, mais également avoir quelques moments de respiration familiale. Pour moi, c'était absolument indispensable. Et nous l'avons fait. Aujourd'hui, 50 personnes travaillent actuellement dans 50 exploitations agricoles. C'est un succès, à la fois de la diversification. On a des agriculteurs qui sont prêts à recruter, dans une valeur ajoutée qui est également économiquement tout à fait intéressante. Et cela permet également de préserver la ruralité, l'économie, parce que l'agriculture est une économie de proximité. Et pour nous, il est indispensable de mettre la main-d'œuvre à disposition, de la former en relation avec les établissements scolaires et avec le conseil régional. Ce dispositif fonctionne et va être dupliqué de nouveau
en 2019. Donc le département finance les 3/4 des salaires des bénéficiaires du RSA qui deviennent donc ouvriers agricoles. Et Xavier Leron, que pensez-vous de cette mesure? C'est une bonne chose. Et après les 6 mois donc, de financement, est-ce que vous pensez que les agriculteurs pourront pérenniser cet emploi? Alors, tout d'abord, oui, c'était une belle chose, une bonne opportunité. Comme l'a dit M. Weiten, c'était important pour donner un souffle, un peu d'air à nos exploitations agricoles. Donc il y en a 50 qui ont fait le pari. Alors oui, j'espère que ça va se concrétiser. Les 6 mois sont là pour voir si le métier les intéresse, apprendre le métier, et bien entendu, si ça se concrétise, eh ben, c'est génial, parce que non seulement l'agriculteur aura trouvé les moyens de l'embaucher, on a remis le pied à l'étrier à quelqu'un qui était sorti du monde du travail, et tout le monde en sort grandi. Donc oui, c'est un signe. Monsieur Weiten le disait tout à l'heure, on peut aussi les employer dans des filières nouvelles. Et je pense que c'est aussi une des vocations demain de l'agriculture mosellane. Alors justement, le département soutient avec la Chambre d'agriculture le lancement d'une filière volaille de chair label rouge. À l'origine de ce projet, un constat, la quasi-absence de filière de volaille de chair en Moselle. Alors 6 éleveurs se sont lancés dans cette filière depuis 1 an environ. Et ça y est, comme vous le voyez sur ces images, les premiers poulets sont arrivés sur les étals mosellans. Alors en quoi cette filière, Patrick Weiten, peut-elle redynamiser l'agriculture mosellane? C'est un symbole. Le premier symbole, c'est de démontrer que la diversification fonctionne en Moselle et que l'aviculture doit trouver toute sa place. Le deuxième symbole, c'est un travail entre des producteurs mosellans et un transformateur alsacien avec lequel nous avons travaillé et qui aujourd'hui alimente le marché du poulet en Moselle. Ensuite, c'est comme vous l'avez dit, 6 agriculteurs qui ont construit 7 poulaillers que nous avons subventionnés et aujourd'hui qui produiront environ 120 000 poulets par an. Et c'est la démonstration que ça marche puisqu'on a un commerçant qui sur le marché de Metz aujourd'hui propose le poulet label rouge puisqu'on a voulu du poulet de qualité qui soit servi sur les tables de Moselle. La volaille, Xavier Leron, c'est un revenu plus sûr pour l'éleveur, d'autant plus quand elle s'inscrit dans cette filière label rouge. Alors la volaille et d'autres, ce qui est important dans ce qu'il vient de dire, et le président Weiten l'a dit, c'est la contractualisation. Une filière, c'est un producteur, un transformateur et un acheteur. Le plus dur à faire, c'était ça, mettre tous les maillons autour d'une table. Et les techniciens qui sont autour, bien entendu. Vous avez l'éleveur, l'éleveur c'est un technicien, il sait faire, il n'y a pas de problème. Encore faut-il le asseoir, un débouché et une rentabilité. Et c'est ce qui a été fait. On a fait la démonstration avec ce poulet de qualité label rouge qu'une rémunération est possible si on contractualise. Mais si on contractualise du début jusqu'à la fin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une production à flux tiré et pas à flux poussé. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc M. Weiten le disait, il y en a 7, il peut en avoir plus, mais attention, il y en aura plus parce que les consommateurs en veulent. Mais il y a de la demande, hein, je crois, dans la volaille. Ouais. Et bien entendu, mais regardez où on est situé, le département de la Moselle, 1 million de consommateurs, bien entendu qu'il y en aura d'autres, bien entendu. On est un territoire où il y a de la place, on est un territoire où on produit des céréales, où l'aliment, il n'est pas loin. Donc les parcours, on a une pression, c'est-à-dire des poulaillers, vous pouvez en faire n'importe où. C'est vert autour de chez nous, on est en campagne, donc tout est fait pour que ce genre de filière, œufs, poulet, se développe. C'est un atout incontournable pour la Moselle. Marie Laflotte, vous êtes directrice, je le rappelle, de l'exploitation du lycée agricole de Château-Salin. Vers quel type de filière se dirigent, se destinent vos élèves? Alors nous, la majorité des élèves se destinent justement à travailler dans des élevages plutôt bovins, majoritairement bovins laitiers, mais également en vaches allaitantes. C'est vrai que c'est leur principale motivation. Hier encore, on a amené 2 classes ici au salon de l'agriculture. 70% des élèves n'étaient jamais venus au salon. Quand je leur ai demandé qu'allez-vous voir en priorité sur le salon, ça a été l'élevage, les bovins, et voilà, c'est vraiment ce qui les intéresse. Comment explique-t-on la faible proportion d'éleveurs en élevage avicole et puis aussi ovin, caprin, voilà, ces filières ne sont pas très investies finalement. Alors, la culture, la Moselle était un département bovin, production laitière, production allaitante, ovin, et vous avez oublié, et je tiens à le signaler, les porcs. C'est une production aussi d'avenir.
combien de consommateurs, et les consommateurs du Grand Cesse, mangent de la charcuterie? On va être déficitaire en porc aussi. Malheureusement, on a tout le savoir-faire, on a tout l'espace, mais les consommateurs n'en veulent pas. N'en veulent pas. Avec les lycées, et Marie Laflotte est là, on est là aussi pour bouleverser les choses. On doit bouleverser les choses sur ses habitudes. Lait, viande, céréales. On peut faire de l'agriculture. On peut faire l'agriculture. L'agriculteur est compétent, il est technicien. Il faut lui donner les clés de pouvoir faire autre chose. Et on y arrivera. Mais ça commence déjà dans les lycées. Il faut sortir des cadres. Il faut pousser un petit peu les cloisons et puis on va y arriver. Alors on vient de l'évoquer, avec cette filière label rouge, le consommateur est de plus en plus exigeant en termes de proximité, de qualité. Et en ce sens, le Salon de l'agriculture est une belle vitrine pour les produits du terroir. 25 producteurs mosellans sont présents cette année au salon. Nous sommes allés faire un tour sur le stand Moselle. Regardez ce reportage. Sur le stand mosellan, le petit fruit à chair jaune est le produit phare, celui qui séduit ou interpelle les visiteurs. On a découvert les produits avec la Mirabelle notamment, et qu'on ne connaissait pas, et c'est vraiment excellent. La Mirabelle est le produit le plus plébiscité par les consommateurs, le plus représentatif aussi du département. Il y a 15 ans, Régis Kriegel a créé son entreprise de transformation de fruits, en confiture ou en bocaux, une production entièrement artisanale et qui privilégie la Mirabelle. La Mirabelle reste un produit d'appel, c'est-à-dire que là, vous voyez, on est dans le petit corner, là, il y a beaucoup de gens qui regardent, ah, la Mirabelle, ça rappelle encore pas mal de choses à beaucoup de gens. Sur le stand de la Moselle, ils sont une trentaine de producteurs à se relayer tout au long du salon pour promouvoir les produits du département, bière, charcuterie et confiserie. Jacques-Alexandre y vient chaque année défendre l'historique maison des macarons de Boulay, l'opportunité aussi pour cet artisan de développer la vente en ligne. Mais pour ces producteurs, l'important n'est pas seulement de vendre, mais aussi de promouvoir l'image du terroir mosellan. Il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs que la Moselle est présente sur le salon de l'agriculture, et c'est vrai que c'est bien d'être à côté de ces grandes régions emblématiques de France, de montrer que chez nous il y a un savoir-faire et de l'amener à Paris. Le salon de l'agriculture draine en moyenne 600 000 visiteurs, autant de consommateurs potentiels venus découvrir et déguster les produits du terroir. Ah bah là pour le coup oui, des produits locaux du terroir de la France entière, en passant par la Corse, au nord de la France. Nous on vient de la Haute-Savoie du côté d'Annecy, donc effectivement on a pu profiter un petit peu de toutes les richesses de la France. On recherche une meilleure qualité des produits et éviter d'acheter du tout fait voilà, dans les magasins, grandes surfaces, etc. On est sur un circuit un peu plus court, avec de la qualité de produit. Le département de la Moselle qui vient de lancer sa box gourmande pour donner aux consommateurs un avant-goût du terroir. Voilà, alors à noter que plusieurs produits mosellans ont déjà été primés. 2 médailles pour les vins blancs bio du domaine viticole Les Béliers à Ancy-sur-Moselle. Plusieurs médailles aussi pour la société charcutière Charculor. Une médaille de bronze pour la brasserie Régalpot. Patrick Dayton, c'est important de faire rayonner le savoir-faire mosellan au-delà de ses frontières. Oui, il y a plusieurs raisons. La première, c'est démontrer l'attractivité du territoire. La Moselle a une histoire, mais aussi un avenir industriel. Elle a une histoire agricole qu'il nous faut diversifier. Il faut sortir de ce cadre qui était le nôtre à l'époque de l'élevage et d'une exploitation qui était séculaire. Et donc il fallait diversifier. Et la diversification permet à la fois de toucher les marchés de proximité, de toucher les marchés locaux. Et on sait que nos concitoyens ont changé leurs habitudes de consommation. Ils recherchent les produits des terroirs. Ils recherchent ces produits-là. Donc nous avons souhaité mettre en place la qualité Moselle, c'est-à-dire donner une marque qui s'adapte et qui se met en place à la fois au niveau des produits manufacturés, des produits de l'artisanat et des produits de l'agriculture. Justement, que garantit ce label? On peut appeler ça un label MOSL, Moselle. Et quels sont ses critères d'obtention finalement? La marque est déjà attachée à l'ambition du département de rayonner et d'être attractif. Ensuite, il permet de valoriser ses produits. Nous avons un comité d'experts qui se réunit pour accorder ces labels. Il y a une organisation qui est mise en place pour goûter ces produits et ensuite accompagner la promotion. Nous mettons en place des moyens afin de communiquer autour de ces produits. Donc nous armons totalement ce producteur à agir sur le marché et vous avez vu qu'il y en a un certain nombre d'aujourd'hui qui montrent avec fierté les produits et cette qualité Moselle qui s'exprime ici sur ce salon mais également à d'autres endroits.
Justement, de plus en plus de producteurs se réunissent pour monter des magasins collectifs. L'un des premiers à avoir vu le jour en Moselle est situé près de Metz, à Ailly-sur-Moselle. Il s'agit de l'Ayotte. On peut en voir aussi quelques images. Il a vu le jour il y a 5 ans et connaît un beau succès. Il compte une 50aine de producteurs adhérents, un chiffre qui a doublé depuis ses débuts. En matière de circuit court, Patrick Dayton, vous sentez là aussi une dynamique particulière sur le département. Je crois qu'il y a d'autres supermarchés tels que celui-ci qui sont en cours de création. Oui, ça a été une initiative que nous avons prise en relation avec Madame le maire de Ailly-sur-Moselle. Il y avait 5 exploitants, 5 agriculteurs maraîchers qui ont fait le pari, qui ont organisé autour d'eux 52 producteurs qui alimentaient l'étalage de ce commerce. Aujourd'hui, c'est plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est plusieurs emplois qui ont été créés et c'est une agriculture qui permet, avec sa diversification, de développer une valeur ajoutée. Et donc d'être véritablement rémunéré pour le fruit de son travail. Aujourd'hui, c'est 5 nouvelles enseignes qui sont déjà créées et 2 qui doivent l'être dans les semaines à venir, avec des initiatives mises en place par les agriculteurs en relation avec le commerce local. J'y crois beaucoup. En plus, on a un franc succès. Aujourd'hui, nos concitoyens recherchent la qualité. Xavier Leron l'a dit, je crois que c'est la qualité. Ils ne recherchent plus le prix. Naturellement, nous devons être attentifs à la capacité de pouvoir répondre au pouvoir d'achat de nos concitoyens, mais véritablement ils recherchent cette qualité et le produit mosellan a la qualité qui est recherchée par nos concitoyens. D'accord, donc là on parle de circuit court qui peut être une des solutions à la crise agricole. Xavier Leron, vous vendez vos bovins à la coopérative Lorca, il me semble. On parle là de circuit long, c'est le système dont dépendent majoritairement les agriculteurs. Expliquez-nous que deviennent vos animaux, comment ça fonctionne ce circuit long? Alors le circuit long il est nécessaire. Il est fait pour le plus grand nombre. N'oublions pas que sur la partie viande bovine, 80% de la viande bovine est vendue en grande et moyenne surface. Donc le circuit long est important. Moi, mes animaux, pour la plupart, sont vendus en moyenne à 51 km, sont abattus à 51 ou à 48 km en fonction des mâles et des femelles de mon lieu d'exploitation. Donc c'est la proximité. C'est entre Metz où on a une belle entreprise, Mirko aussi. Donc le circuit long, c'est fait aussi pour aller dans les grandes et moyennes surfaces. Donc voilà, on a des partenariats avec ces gens-là et c'est un partenariat qui est nécessaire. Pour autant, et ce qu'on essaye de faire dans ce circuit long, c'est de le rapprocher, qui devienne plus de proximité, mais aussi qui soit contractualisé. C'est-à-dire que là aussi, il ne faut pas que ça soit un flux poussé, mais un flux tiré. La contractualisation doit être aussi la règle dans ces productions filières longues pour que le producteur puisse trouver une valeur ajoutée. Et puis on trouve vos viandes sous le label Lorraine Qualité Viande aussi. Qu'est-ce que ce label? Vous êtes attaché à ce que vos débouchés se trouvent aussi sur les étals mosellans? Alors, la marque Lorraine Qualité Viande n'est pas un label mais une certification. On a voulu juste, il y a plus de 25 ans, dire qu'en Lorraine, parce qu'en Lorraine nous sommes sur une terre d'élevage. Pourquoi la Lorraine? Parce que malheureusement, il n'y a pas un outil industriel pour abattre nos animaux dans tous les départements. Donc on est parti en région. Et l'équilibre, il se fait en région. Oui, nous, on a envie de dire, une vache mosellane, elle fait 48 km en moyenne pour aller à son lieu d'abattage. C'est important, c'est un gage de qualité, de stress, etc. Et elle est aussi là pour approvisionner nos consommateurs locaux. Je rappelais 1 million d'habitants. Le Grand Est, c'est 5,5 millions d'habitants. Donc, on a tout pour faire. On n'a même pas assez pour faire. Il nous manque 40 000 tonnes de viande. Donc, on a tout pour faire. Il faut l'organiser. Et ce n'est pas un flux poussé, mais un flux tiré. D'accord, en fonction donc de la demande. Gros plan à présent sur une initiative originale. Une 50aine d'éleveurs alsaciens et lorrains se sont regroupés pour transformer une partie de leur production laitière en yaourt. Eux ont choisi de les vendre dans les grandes enseignes, super ou hypermarchés pour toucher un maximum de consommateurs. Explication. Dans ce supermarché nancéen, une nouvelle gamme de yaourts s'est fait une petite place dans le rayon des produits locaux. Hageter est un yaourt dont le lait est exclusivement issu de fermes lorraines et alsaciennes. On a une grosse demande clientèle. Les gens sont à la recherche de produits qui sont sains, du terroir, dans une démarche écologique. Et puis surtout pour faire travailler les gens de la région. Framboise, pomme cannelle. Framboise, pomme cannelle, ouais. Normalement pas d'épices aussi, c'est 1,49. Dans les enseignes partenaires du projet, Angélique veille au juste prix de ses produits.
Éleveuse à Ameville au sud de Nancy, elle fait partie des 50 exploitants qui se sont réunis pour faire du circuit court un nouveau débouché pour leur élevage. Donc il n'y a pas d'intermédiaire, puisque c'est nous derrière, nous les producteurs, qui effectuons la commercialisation, qui allons chez les grandes surfaces pour proposer notre produit. Ce qui est important, c'est qu'on propose un produit qui soit accessible aux consommateurs. En un an, 700 000 pots de yaourt ont été écoulés, des yaourts fabriqués ici, à la laiterie de Château-Salin. Nous, on est vraiment là pour répondre à une demande de nos producteurs de lait et faire en sorte également qu'on puisse apporter nos compétences, notre expertise, notre métier, en termes de sécurité alimentaire notamment, au service de ce produit-là et au développement de ce produit-là. C'est un travail de confiance avec nos producteurs. Et nous voici donc dans notre bâtiment d'élevage, avec donc 65 vaches laitières. Angélique a repris avec son mari l'exploitation de ses grands-parents. Mais aujourd'hui, l'industrie laitière lui rachète 30 centimes le litre de lait alors qu'il lui en coûte 35 centimes à le produire. Impossible dans ces conditions de vivre de son travail. La valorisation de son lait en yaourt lui permet d'être rémunéré à hauteur de 50 centimes le litre. Un projet qui redonne du sens à son travail. Là, on a vraiment l'impression de maîtriser, je pense, de maîtriser quelque chose, de maîtriser cette production-là. La production de lait, donc, qui est destinée au yaourt, elle représente à peine 5% sur notre exploitation, mais effectivement, c'est toujours 5%, donc on est déjà content. Et on espère qu'à l'avenir, justement, grâce au consommateur qui nous fera confiance, de pouvoir augmenter ce pourcentage. Pommes, cannelle, pain d'épices, framboises ou encore châtaignes, ces yaourts, qui se distinguent aussi par leur recette originale, se vendent aujourd'hui dans plus de 200 points de vente. Voilà donc le développement de filières de proximité qui redonnent du sens au travail des agriculteurs, mais aussi qui redonnent du sens au travail des employés de la laiterie de Château-Salin que nous avons rencontrés. Seulement, voilà, c'est seulement 5% de la production de l'agricultrice qui est valorisée en circuit court. C'est encore assez peu. Ça reste, Xavier Leron, néanmoins une solution à la crise où... Ça montre plusieurs choses. C'est une petite solution, parce que c'est que 5%, mais vous remotivez des gens. Donc c'est une solution de fierté, quand même, derrière tout ça. C'est une solution où ils se prennent en main, où vous avez vu, ils vont travailler avec un industriel. Et je trouve ça plutôt vertueux. On ne faut pas sans arrêt dire le méchant industriel. Là, le méchant industriel, il est au service du producteur quand on lui propose autre chose. Et c'est ça qui est intéressant dans ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on propose, quand les producteurs proposent aussi autre chose, eh ben on est capable de les accompagner. Que ce soit un gros, un petit industriel, mais on est capable. C'est vertueux, c'est petit, mais ça demande à grandir. Et aussi, vous avez vu, le gain, il est où? Le gain, il est où? Il y a le producteur, le transformateur, et on met en rayon. Toute la PLV, tout ça, c'est le producteur qui le fait, qui met en rayon, qui achemine. C'est un gain, c'est un travail, mais c'est un gain. Donc, il y a des sources d'économie dans notre filière, on le montre. Alors, c'est petit aujourd'hui, ça demande à grandir, ça ne viendra jamais très très grand. Il y a des gens qui font leur travail, nos industriels font leur travail, il ne faut pas leur prendre le travail. Mais je dirais qu'à l'ombre d'un gros industriel, il peut se cacher plusieurs producteurs, et c'est ça qui est intéressant. Alors justement, une des solutions, Patrick Weyton, pour développer le circuit court à plus grande échelle, c'est de la promouvoir dans la restauration hors domicile, comme peut-être dans les cantines ou les EHPAD. Justement, la cantine du collège Jean Kieffer de Bitche expérimente cela et travaille une grande majorité de produits locaux depuis 2 ans. Où en est-on à l'échelle du département? Est-ce que voilà, on y travaille, vous y avancez Alors il y a un paradoxe, c'est qu'aujourd'hui il y a à quelques mètres ou centaines de mètres des exploitations agricoles, il y a 90 collèges et 123 maisons de retraite, ce qui représente 10 millions de repas par an. C'est un marché captif immédiatement. En plus, nous travaillons à une réflexion dans le cadre de la restauration hors domicile, c'est-à-dire de raccourcir encore le circuit, cela est démontré ici sur vos images, de la relation entre l'agriculteur, dans une démarche conventionnelle, et je rejoins ce que dit Xavier Leron, entre le producteur, le département, ou la structure qui gère l'EHPAD, et le consommateur, qui est le collégien. Nous travaillons à développer ces restaurations hors domicile. Pour nous, c'est un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros par an. Ce qu'il nous faut, c'est créer ce point qui permet de récupérer ces produits et ensuite
une logistique qui permet de les distribuer dans les EHPAD et dans les collèges. Nous avançons sur ce dossier. J'ai réuni déjà un comité technique il y a quelques semaines. On va y retravailler. Ce qu'il nous faut, c'est ce que j'appelle un Rungis mosellan. C'est-à-dire qu'il y ait ce lieu de convergence et qu'on puisse travailler avec nos producteurs. Il y a une qualité et ça changera l'état d'esprit. Ça changera la façon d'aborder cette restauration hors domicile. Même pour nos cuisiniers dans nos cuisines, ça leur permettra aussi de valoriser leur travail par la relation avec le producteur. Alors les circuits courts rémunèrent mieux le producteur, mais qu'en est-il pour le consommateur? Est-ce que du coup le prix de revient est plus cher? Est-ce que dans une cantine, les familles devront débourser un peu plus d'argent si les produits sont locaux? Vous savez, le circuit court, c'est aussi une sécurité alimentaire. On sait d'où vient le produit, on sait la distance qu'il a parcourue pour arriver dans l'assiette du consommateur, de l'élève. Le deuxième point, c'est aujourd'hui le département assume la majeure partie du prix du repas, près des 2/3. Donc nous sommes prêts à amener une valeur ajoutée financière supplémentaire à l'agriculteur, parce que c'est l'objectif, afin d'avoir un prix qui soit suffisant, nécessaire et attrayant pour les enfants et leurs parents. Donc l'objectif, ce n'est pas d'une valeur ajoutée financière, mais c'est une valeur ajoutée à la fois de la production, mais aussi et c'est important, de la valeur ajoutée qu'on peut apporter à nos producteurs. Donc au niveau du prix, la question se posera à un moment, mais il faut sortir de ces vieux schémas, de ces groupements de commandes qui ne faisaient qu'acheter des prix et pas de produits, et nous avons besoin d'acheter un produit au juste prix. Et nous sommes de la ruralité souvent, et ce juste prix de la ruralité, c'est fixer les populations au sein d'une agriculture qui reste une activité économique non délocalisable. Il faut bien en tenir compte. Associés aux consommateurs à accepter de mettre le prix de la qualité, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir mettre le prix de la qualité. Marie Laflotte, à la cantine du lycée aussi de Château-Salins, je crois que vous avez le projet aussi de mettre de plus en plus de produits locaux en place. Expliquez-moi un petit peu l'objectif. Oui, alors déjà depuis plusieurs années, la cantine utilise le lait de la ferme du lycée. Et effectivement, nous avons un groupe d'élèves qui travaillent actuellement dans le cadre de l'agroécologie Tour, qui a pour thème cette année l'alimentation durable. Ce groupe d'élèves, en fait, cherche justement des producteurs locaux afin de voir l'approvisionnement possible, le prix des produits et surtout revenir parfois à une saisonnalité. Et ça, c'est important dans la formation de réapprendre à manger aussi en fonction des productions et des saisons. Ouais. Alors le salon de l'agriculture a aussi pour objectif de valoriser le savoir-faire de nos éleveurs. Les concours sont là pour ça et cette année, une dizaine d'éleveurs lorrains y a participé. Parmi eux, l'éleveur de Sainte-Barbe, Christian Perrin, fait concourir aujourd'hui même son taureau de la race Rouge des Prés. Nous l'avons rencontré il y a quelques jours. Reportage. Remettre son titre en jeu, accepter de se confronter à plus fort que soi, c'est l'étoffe des grands champions et Angora en est un. Primé en 2018 au concours général agricole dans la catégorie Rouge des Prés, l'animal qui pèse son poids, 1615 kg, remet cette année son titre en jeu face à de véritables colosses. Celui-là est magnifique. Je voudrais pas me trouver avec lui à côté d'un pré. Derrière ce succès se cache un éleveur passionné, Christian Perrin. Il y a 30 ans, cet ancien agriculteur laitier se reconvertit dans l'élevage et se consacre au développement d'une race peu présente en France, la Rouge des Prés. Pour participer au salon, Angora se prépare depuis 6 mois. Un soin tout particulier est apporté à sa toilette, à son alimentation. Tout est minutieusement surveillé. Ça va être ni plus ni moins qu'un concours de beauté. Alors c'est la morphologie de l'animal, c'est l'aspect, c'est sa démarche, c'est sa taille, sa longueur de bassin. Ça c'est plus technique, mais c'est comme ça qu'on arrive à avoir des vélages faciles. Être récompensé ici, c'est donc une fierté, mais pas seulement. Cette notoriété lui permet également de valoriser sa viande, vendue en moyenne 1 000 € plus cher, et de vendre la lignée d'Angora, un complément de revenus. Pour donner une image, c'est être sélectionné en équipe de France de foot, par exemple. Vous voyez, j'ai des éleveurs qui ont vu ce taureau et qui me disent, voilà, on voudrait des filles d'Angora ou des filles ou des fils. Et ça permet de revendre des reproducteurs. Comme Christian Perrin, les agriculteurs s'intéressent de plus en plus à la génétique pour donner naissance à des animaux en meilleure santé, plus adaptés à la demande du consommateur et aux besoins des éleveurs. Aujourd'hui, on arrive à lire l'ADN des animaux et on arrive à aller très loin dans le progrès génétique et on arrive à faire des progrès génétiques sur la santé animale, sur la longévité. Tout ça, c'est des choses auxquelles les consommateurs sont attachés. Pichonnés et soignés, s'ils ne sont pas primés cette semaine, ces compétiteurs hors pair
couleurs auront en tout cas séduit les visiteurs et laissé leur marque sur le papier. Voilà, Xavier Leron, vous êtes vous-même éleveur bovin à Malocourt-sur-Seille, je le rappelle. Vous participez d'ailleurs régulièrement à des concours. Est-ce que vous suivez de près ceux du Salon de l'Agriculture? Alors, tout d'abord, moi je rends un bel hommage aux agriculteurs qui se sont déplacés au Salon de l'Agriculture avec des animaux. C'est une aventure de 11 jours, c'est très long, mais c'est 11 jours présents. Mais c'est, comme on l'a dit le reportage, c'est 6 mois de préparation. Alors, la particularité, oui, moi je fais des concours, pas avec mes vaches, mais avec mes chevaux. Vous savez, tout à l'heure, le président Biden a dit qu'on s'installait en agriculture par passion aussi. Et là, vous touchez du doigt vraiment notre métier, la passion, la génétique, la sélection. Et c'est vrai que là, on est attaché aux animaux. Et la petite partie d'éleveurs qui font les concours, je peux vous dire, c'est des passionnés au plus profond. Et c'est ce qui se transmet le plus facilement aux générations qui viennent. Participer à des concours, mais c'est enrichissant, se confronter, remettre en jeu. Ce que fait M. Perrin aujourd'hui, c'est courageux. Angora, il a gagné l'année dernière, il n'a plus rien à prouver. Eh ben non, il le remet, c'est du jamais vu. Ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire qu'il est conscient et qu'il est sûr de lui, il veut y arriver et il veut montrer que ce qu'il a fait une fois, il est capable de refaire. Ouais, je dirais, la passion des concours, c'est l'étincelle qui brille dans les yeux des éleveurs. Et il faut garder ça. Alors c'est sur le hall 1 et à côté vous avez tous les produits. Mais la plus belle vitrine de France, c'est bien le salon de l'agriculture avec le hall 1. Et il ne faut pas l'oublier. Je veux dire, la passion, les concours, c'est ce qui fait briller les yeux des éleveurs. Puis c'est un travail de longue haleine que de préparer ces concours sur plusieurs générations, même pour avoir un cheptel de qualité. Patrick Weiten, vous avez visité les éleveurs mosellans ce matin. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'avez-vous retenu de cet échange? Ils sont fiers d'être là. Ils sont fiers de représenter l'agriculture mosellane et je voudrais, comme vient de le faire Xavier Leron, le rendre hommage. C'est un travail de longue haleine. On n'arrive pas comme ça uniquement avec un animal qu'on vient présenter et ils ont la passion de leur métier. Je crois que là aussi c'est important et tous ceux que j'ai rencontrés sont fiers. Ils sont fiers et c'est pour cette raison-là que je suis venu leur apporter le soutien de tous les Mosellans et on est fiers lorsque l'un ou l'autre revient du concours avec un titre, avec une médaille, quelle que soit la couleur de cette médaille. Et c'est vrai pour les agriculteurs, c'est vrai pour les viticulteurs, c'est vrai pour ceux qui transforment les produits. Je crois que c'est un label de qualité qui est accordé ensuite à ceux qui font l'excellence. Et c'est ceux qui font l'excellence qui tirent vers le haut ensuite les autres agriculteurs. Donc c'est une valeur ajoutée d'excellence de l'agriculture en général et de celle du département en particulier. Alors le salon de l'agriculture permet aussi aux éleveurs de rencontrer leur public, parler de son travail d'éleveur en ces temps où le consommateur est aussi de plus en plus méfiant, où il faut regagner sa confiance. On mange, il faut le dire, de moins en moins de viande, on s'inquiète des questions du bien-être animal, des conditions d'abattage. Alors c'est important de regagner la confiance du consommateur, d'ouvrir peut-être les fermes plus grandement. C'est le facteur clé. Le consommateur, c'est notre débouché ultime. Donc oui, il faut regagner sa confiance. Sur la viande bovine, une de mes fonctions aussi, c'est de parler de la viande. Il y a une nouvelle communication qui est faite sur on est flexitarien. C'est-à-dire que oui, on veut et on continuera à manger de la viande bovine mieux, différemment, en se souciant d'où elle vient. Voilà, ça c'est important. Ça montre bien que les éleveurs, que la profession a conscience de tout ça. Et que demain, on veut vraiment apporter aux consommateurs une viande de qualité. La loi Egalim pour la montée en gamme, c'est un accompagnement, c'est une volonté, nous, de notre ministère, pour accompagner les éleveurs à monter en gamme, pour produire un produit toujours de meilleure qualité aux consommateurs. On a une agriculture française d'exception, il faut bien le savoir, on le dit partout. Et il faut continuer à le faire savoir. Alors Marie Laflotte, vous travaillez au sein du lycée agricole aussi au bien-être animal. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Expliquez-nous pourquoi. Oui, parce que aujourd'hui, donc avec toute la controverse, tout l'agribashing qu'on a régulièrement, les jeunes ont vraiment besoin de voir la reconnaissance de ce métier qui est un métier exceptionnel. Et on a besoin de repartir dans le positif. Donc aujourd'hui, effectivement, on travaille beaucoup sur le sujet. Ça passe par l'observation. On a actuellement une classe qui est justement en train de faire un audit
de l'exploitation et qui est en train de créer une petite vidéo pour dire voilà un instant T où on en est, quelles sont nos pistes d'amélioration et voilà, comment travailler sur le sujet. Alors vous travaillez sur bien d'autres choses, hein. Le lycée agricole de Château-Salins est d'ailleurs très engagé dans la transition numérique. Nous sommes allés vous voir à la ferme de la Marchande. Voici quelques exemples de ce sur quoi vos élèves travaillent, ce qui fera l'agriculture de demain. Reportage. Il faut bien que le boîtier soit du côté gauche de la vache, parce qu'en fait le boîtier il faut qu'il soit à gauche. Pourquoi? Parce qu'il fait la marche avant. Les élèves du lycée agricole sont attentifs car ce collier n'est pas un simple accessoire et il pourrait même faciliter leur futur métier. C'est un véritable outil technologique dont la ferme de la Marchande s'est équipée. Relié à un boîtier, ce collier 4.0 enregistre toutes les données relatives à l'animal qui le porte. Ça nous facilite vraiment la gestion du troupeau parce que ce collier va vraiment nous permettre de suivre l'activité de chaque vache au jour le jour et de pouvoir appeler pour nous l'inséminateur quand la vache est prête à être inséminée, donc au bon moment. Parallèlement à ce collier, la ferme de la Marchande a également misé sur un autre outil, un logiciel relié directement à un ordinateur ou un smartphone. Par exemple, si une boucle manque à l'oreille d'un animal, une nouvelle commande se fait en quelques clics. Ce logiciel permet aussi aux éleveurs de contrôler la qualité du lait de leurs vaches et ça fonctionne aussi pour les parcelles. C'est vrai que quand on est sur une exploitation, voilà, on est plusieurs, on peut aller voir et dire tiens, sur quelle parcelle on avait pendu notre fumier, on va sur le logiciel, on voit par parcelle quelle variété on a semé, à quelle date, à quelle dose, les interventions que l'on a fait sur la parcelle. Ça nous permet d'avoir une compilation des données qui aide à la technicité. Oui. Laure est apprentie à la ferme. Ce qui lui plaît, c'est avant tout le contact avec les animaux, mais l'arrivée du numérique au sein du monde agricole l'a forcément attirée. C'est sûr que c'est attirant de voir des facilités et un contact plutôt numérique. Surtout en tant qu'apprenti, on n'est pas tout le temps sur la ferme. Donc c'est bien pratique de pouvoir aller sur un logiciel et récupérer toutes les données et les historiques des animaux. En revanche, Marie Laflotte avertit les futurs agriculteurs. Il ne faut pas compter que sur les technologies. Il faut garder, c'est ce que j'appelle cet œil de l'éleveur. Hein. Il faut savoir observer son troupeau, voir quand ça ne va pas, parce qu'on ne peut pas se reposer entièrement sur les technologies qui existent. Le métier d'agriculteur continue donc d'évoluer grâce à la technologie, mais cela ne remplace pas l'expertise de l'éleveur qui reste, elle, bien ancrée dans le réel. Voilà Marie Laflotte, l'agriculture connectée, c'est une question de performance économique, c'est aussi une question de performance environnementale. Oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent plus de précision, plus de technicité. Que ce soit en élevage ou en culture, par exemple pour l'élevage, on va avoir des systèmes qui vont nous permettre de calculer la production de lait par vache par jour et d'adapter avec ce qu'on appelle un DAC, un distributeur automatique de concentré, qui peut être le concentré, les céréales de la ferme, et la portion donnée à chaque animal en fonction de sa production. Et puis en culture, on a tout ce qui se développe, par exemple sur le désherbage mécanique avec les bineuses à caméra qui permet vraiment d'être plus précis dans le travail effectué. Le numérique permet aussi de baisser en quelque sorte la pénibilité du travail pour les agriculteurs. Peut-être un gain de temps aussi. Ça c'est très important parce qu'on est quand même sur un métier qui peut être parfois difficile et dès qu'on peut avoir des outils qui diminuent cette pénibilité, parce qu'on parle beaucoup du bien-être animal, mais moi je parle souvent aussi avec les élèves du bien-être humain de l'agriculteur, ça c'est important pour qu'on ait aujourd'hui des générations qui aient envie de s'installer, qui aient envie de reprendre les exploitations. Le numérique est un atout pour la diminution de la pénibilité sur effectivement certains outils où on a une augmentation de la praticité et puis aussi l'évolution technologique qui fait qu'on a des outils moins lourds, moins bruyants. Voilà, ça c'est également très important. Le département suit de près cette révolution numérique aussi. C'est important de l'engager dans tous les secteurs. Oui, on le fait au niveau de l'infrastructure déjà. Je crois qu'il a été important de lancer un investissement de plus de 120 millions d'euros dans le département pour que chaque village soit au même niveau de capacité numérique que le centre-ville de Metz ou de Thionville. Et pour nous, c'était indispensable de éviter la fracture numérique et permettre l'équilibre et la solidarité. Et c'est pour ça que nos agriculteurs sont raccordés au fur et à mesure que nous déployons cette fibre. Et fin 2020, tous les agriculteurs, tous les exploitants bénéficieront de ces nouvelles infrastructures qui permettront ensuite de mettre en place des usages qui vont encore évoluer.
Et c'est cela l'équilibre des territoires, c'est cela la solidarité territoriale qu'assume aujourd'hui le département de la Moselle avec un investissement très très lourd. Alors ces nouveaux outils numériques ont aussi un coût. Xavier Léron, les agriculteurs ont-ils aujourd'hui les moyens d'investir? Est-ce que les retombées économiques finalement de cette rentabilité gagnée par le numérique sera suffisamment importante? Vous peut-être dans votre ferme, est-ce que vous avez investi? Est-ce que les agriculteurs ont les moyens? À terme, les agriculteurs devront se doter de moyens comme ça. La situation, le monde évolue et les agriculteurs ont toujours évolué. Vous me posez la question, donc je vous réponds à titre personnel. Oui, j'ai les mêmes colliers. Oui, j'ai les mêmes. Voilà, ça permet d'être plus performant. C'est la pénibilité, c'est la connaissance. Encore mieux. Marie Laflotte l'a dit. Faut pas oublier l'œil de l'éleveur. Faut pas oublier. S'il y a bien une chose qui est importante, l'élevage, c'est le plus compliqué sur l'exploitation. Et si on n'accompagne pas avec des technologies nouvelles, c'est ce qui va peut-être partir le plus vite. Et moi, je ne le souhaite pas. Parce que la première solution environnementale que l'on a, c'est l'élevage. C'est l'élevage. Il faut bien être conscient. L'élevage est une solution pour la planète. Mais il faut l'accompagner. Alors, le reportage est génial. Moi, je l'utilise. C'est vraiment bien. Ça aide. C'est un outil à la décision supplémentaire. Alors moi, je le dis encore plus fort, le département nous a toujours aidés. Alors la loi NOTRe est passée par là et nous aide peut-être un peu moins. Mais sur les nouvelles technologies, le département a toujours été derrière nous et on a toujours eu un cran d'avance. C'est important. Vous savez, hein, il y a 50 ans, ils avaient des chevaux. Maintenant, on a des tracteurs, ils ont le GPS, ils travaillent tout seuls. L'élevage, c'est pareil. Et les agriculteurs ont toujours su prendre la balle au bon. Donc, n'ayez pas peur, les agriculteurs le feront. Alors, l'exploitation du lycée agricole de Château-Salins a aussi entamé une démarche de conversion à l'agriculture biologique depuis 2017. Alors, Marie Laflotte, pourquoi ce choix? Est-ce que c'est pour vous un modèle d'avenir? Oui, alors en fait, une enseignante me disait il y a peu, une citation de Confucius, « Montre-moi et je me souviendrai, implique-moi et je comprendrai ». Et c'est vraiment le but de notre ferme pédagogique sur le lycée agricole de Château-Salins. C'est important pour nous de montrer aux élèves un système. Il y en a beaucoup d'autres. Et l'intérêt, c'est vraiment de leur donner à voir, de leur donner à réfléchir, pour qu'eux, plus tard, se placent sur ce qu'ils aiment aussi. Hein. Et l'intérêt de notre exploitation, voilà, c'est de leur donner un outil pédagogique et pratique où ils peuvent aussi tester des choses, nous faire part de leurs envies et comprendre. On a mis en place l'agriculture biologique. Ils sont en train de vivre là toute la transition entre l'ancien système, le nouveau système. Ça leur permet vraiment de voir qu'on ne parle pas que l'élevage laitier ou les cultures. Non, là, l'exploitation, c'est un tout. Et tout coïncide. On a des cultures lesquelles vont servir à l'autoconsommation du troupeau. Avec le passage en bio, on a modifié ces cultures. On n'est plus resté sur les cultures habituelles, maïs, colza, blé, orge. Non, là, on va vers autre chose. Et quand M. Laurent disait tout à l'heure, aujourd'hui, on doit s'adapter et faire évoluer nos systèmes. Alors sur de la diversification, sur de nouveaux ateliers. Nous, l'idée, c'est que les élèves vont voir un système chez nous, mais évidemment, ils visitent beaucoup d'autres exploitations sur d'autres systèmes. Ils ont un module d'initiative locale sur la production ovine, par exemple. Ils sont intéressés par l'agriculture biologique. C'est des nouvelles générations avec voilà, le réchauffement climatique, voilà tout ce qu'on dit sur la chimie aussi, le glyphosate. Est-ce que les nouvelles générations ont un œil un peu plus averti? Moi, je suis vraiment très agréablement surprise parce qu'en tout cas, ils se posent des questions. Et c'est pas parce qu'on est bio ou qu'on est conventionnel. Moi, je fais jamais la fracture entre les deux. Des conventionnels, aujourd'hui, utilisent du désherbage mécanique, utilisent de l'homéopathie en élevage. L'idée, c'est vraiment pas de faire une fracture entre les deux systèmes. Mais en tout cas, de leur montrer qu'on peut évoluer vers autre chose et qu'on peut tester de nouvelles choses et que ça fonctionne. Alors en Moselle, d'après les derniers chiffres, 212 exploitations sont engagées en agriculture biologique, ce qui représente plus de 8% des exploitations et 6% de la surface agricole du département. Ça paraît peu, mais le nombre d'agriculteurs qui se convertit au bio ne cesse de progresser. Exemple avec Michel Zimmermann. Il est éleveur laitier à Elvange depuis une trentaine d'années. Il a converti son exploitation en bio en 2014 et il ne regrette rien. Regardez ce reportage.
Il est 16h et les vaches l'ont bien compris, c'est l'heure de la traite. Aujourd'hui, Jean-Daniel Zimmermann est à la manœuvre, aidé par 2 stagiaires. Si le processus reste identique, le lait, lui, est monté en gamme, car depuis mars 2018, le GAEC de Maury est passé en bio. La seule chose qu'on regrette, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. On apprend plein de nouvelles choses, il y a plein de nouvelles techniques à faire et c'est très intéressant. Les 3 associés ont dû revoir leur mode de culture. L'élevage de vaches allaitantes est stoppé, le blé, l'orge, le colza remplacé par la luzerne, le trèfle ou encore l'épeautre. La totalité des cultures, soit 212 hectares, est consacrée aux vaches laitières. Ce passage en bio, ça fait longtemps que ça nous trottait dans la tête. Le problème, c'était de savoir si économiquement ce serait viable. Et donc on a fait faire un audit par des techniciens de la Chambre d'agriculture. Le résultat de l'audit a été très favorable et depuis notre passage en bio, on s'en sort même plutôt mieux qu'avant. Pour l'aider dans sa conversion, débutée en mai 2016, l'exploitation reçoit des aides de l'État, et ce pendant 5 ans. Un contrat est également signé avec la laiterie en charge de collecter le lait. Il fixe les objectifs. Le GAEC de Maury doit produire 600 000 litres de lait par an. Mais en bio, le rendement diminue. En enlevant le maïs de sa ration, une vache produit 20 à 25% de lait en moins. Mais le lait est payé nettement plus cher. Par exemple, en 2018, le lait bio a été payé par notre coopérative Sodial en moyenne à 480 € les 1000 litres, alors que le lait conventionnel a été payé en moyenne à 337 €. Une différence nette qui permet à l'exploitation de compenser en partie sa perte des revenus due à l'arrêt de ses anciennes activités. Mais une question demeure chez les 3 associés. Qu'en sera-t-il une fois les aides à la conversion arrivées à terme? L'État ayant décidé de supprimer les aides au maintien. En attendant, pour atteindre son objectif de 600 000 litres, la ferme va augmenter son cheptel de 20 têtes et ainsi atteindre 130 vaches laitières. Voilà, donc vous êtes encore en conversion bio. Est-ce que ça se passe bien? Comment avez-vous par exemple vécu ces 2 dernières années de sécheresse? Oui, alors comme l'a dit Monsieur Leron, c'est 2 années qui ont quand même été difficiles. Alors après, effectivement, c'est tout un système qu'il faut modifier. Comme l'agriculteur du reportage, on remet des surfaces en herbe, on implante plus de luzerne. Nous, pour sécuriser plus le système par rapport à cette sécheresse, on a mis en place beaucoup plus d'hectares de métail, des mélanges céréales protéagineux qui sont à destination de l'alimentation du troupeau. Et effectivement, cette conversion avec ce manque de fourrage nous a amené à l'année dernière, par exemple, ne pas vendre de céréales et utiliser toutes les surfaces disponibles pour un maximum d'autonomie alimentaire. Mais on a dû recourir à un petit peu d'achat de fourrage quand même pour cette année. D'accord, c'est un long processus et vous m'avez dit aussi que vous allez mettre en place de l'agroforesterie, replanter des arbres pour parer aussi au réchauffement climatique. Alors déjà en premier lieu pour le bien-être animal et l'ombrage de nos animaux, parce que le but à terme c'est vraiment que nos animaux aillent beaucoup plus pâturer. On a la chance en plus d'avoir un parcellaire vraiment très groupé autour de l'exploitation et effectivement le fait de ramener des arbres dans nos parcelles, on peut faire des haies brise-vent qui évitent l'assèchement par le vent. On a une humidité le matin qui reste un peu plus présente quand on a des parcelles entourées de végétation. Donc ça fait partie de nos leviers d'action par rapport à ces années climatiques difficiles. La Chambre d'agriculture de la Moselle accompagne les éleveurs, les agriculteurs qui souhaitent se convertir au bio. Vous sentez une bonne dynamique en Moselle? Ah oui, comme l'a dit Michel Zimmermann dans le reportage, oui, on accompagne, oui, il y a une dynamique. Et le bio à la Chambre d'agriculture, il n'y a pas un service bio, il est transversal, il est présent partout, dans tous les services. Et Marie Laflotte le disait tout à l'heure, avec cette acquisition de référence, le conventionnel peut aussi céder de nouvelles technologies. Donc oui, c'est important. Oui, les techniciens ils se forment aussi. Il faut pas. C'est nouveau. On apprend tous les jours. C'est une remise en cause. Mais c'est là qu'on voit le caractère des agriculteurs, le caractère innovant, où il faut se remettre en cause. Il faut se lever le matin, dire comment on va faire demain. Et je pense que c'est ça aussi la richesse de notre métier. Justement, quelle place tiennent les préoccupations environnementales dans le savoir-faire des agriculteurs? Est-ce qu'il y a encore des progrès à faire ou on est sur la bonne voie? Bien sûr, il y a encore des progrès à faire. On est sur la bonne voie. On peut toujours faire mieux. Replanter des haies, Marie Laflotte l'a dit, bien sûr que c'est important parce que là où il y a des oiseaux, c'est le prédateur d'un insecte qui peut être défavorable à nos cultures. C'est de l'ombrage, bien entendu. Mais tout ça, je dirais que c'est du bon sens. Donc, je dirais qu'on va refaire des choses qui sont normales,
qui peut-être ont été abandonnés, mais on est juste dans la normalité et on réinvente pas les choses. On est simplement dans le bon sens. Et le bon sens paysan, il a toute sa valeur dans ce mode de production. Patrick Weyten, le département soutient lui aussi le bio. Oui, naturellement, nous sommes à côté de l'agriculture dans toute son évolution. Et l'évolution dans le cadre de l'agriculture bio fait partie de nos politiques et de nos objectifs et de nos priorités. Je crois qu'il faut que l'agriculture travaille avec la nature et ce, avec le bon sens. Et cela a été dit et je rejoins tout à fait. Comme consommateur, je crois que c'est important qu'on puisse respecter la nature, travailler avec elle et faire évoluer notre agriculture dans une production bio. Donc le département est à côté. Je crois qu'à chaque fois qu'une institution du département évolue vers un mieux-être, le département est à côté pour accompagner, financer et soutenir. On constate une bonne dynamique aussi du bio en ce qui concerne la viticulture, les vins AOC Moselle. Les producteurs sont assez nombreux, il y a un bon pourcentage qui sont passés aussi au bio. Oui, on a une viticulture qui se développe de façon importante, des jeunes qui s'installent et je crois qu'il faut parler et dans l'agriculture et de la viticulture de cette jeunesse. Il faut soutenir nos jeunes viticulteurs, nos jeunes agriculteurs. Aujourd'hui, on a un réseau de viticulteurs qui se développe. Ici, on a eu cette semaine une médaille d'or, une médaille d'argent. C'est Ève Maurice et on s'en félicite. Nous avons l'AOC Moselle. 2018 sera un millésime séculaire. Je cite les propos de M. Molosé qui nous a donné cette nouvelle tout à l'heure à table. Donc c'est bien la preuve qu'il y a une place sur tous les territoires pour à la fois une action en faveur du développement de la diversification. Naturellement, toute l'activité bio, pour nous, elle est absolument essentielle. Il y a ces transitions climatiques, ces transitions économiques, ces transitions humaines et sociales, parce qu'il y a une exigence plus importante de nos concitoyens. Nous avons l'obligation d'y répondre. Et c'est par ce travail en étroite collaboration avec l'agriculture, et je sais combien je peux compter sur Xavier Leron et le département de la Moselle, que nous pourrons évoluer. Et on entend que nos jeunes aujourd'hui abordent de façon dynamique, ce qui veut dire que l'agriculture a d'une part un avenir, mais un avenir responsable. Et ça, je pense que c'est très encourageant pour l'élu de territoire que je suis. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci d'être venu sur ce plateau. Xavier Leron, président de la Chambre d'agriculture. Patrick Weyten, président du département. Merci. Et Marie Laflotte, directrice de l'exploitation du lycée agricole de Château-Salins. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt. Bonne suite de programme sur Via Mirabel.